Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Célestin Akpovo, la soixantaine, est décédé tôt, le samedi 21 novembre 2020, des suites d'une courte maladie. Acteur majeur de la presse du début du renouveau démocratique, l'illustre disparu a été président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. À suivre dans ce journal, les témoignages de quelques pionniers de la presse nationale sur la personne de l'illustre disparu. À suivre également dans cette édition les explications du secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain en la personne de Eugène Dossoumu sur la décision interdisant la participation aux activités du parti BR, notamment aux réunions du bureau exécutif national et à celles du bureau politique, jusqu'à nouvel ordre du premier secrétaire général adjoint du Bloc républicain BR, Jean-Michel Abimbola. Le procureur du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, s'est entretenu vendredi 20 novembre 2020 au parquet avec les officiers de la police judiciaire. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, dont les progrès réalisés dans la sécurisation de la ville, aussi bien pour les cas de vol avec violence que pour la protection du cadre de vie et leur pérennisation. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Célestin Akpovo, la soixantaine, est décédé tôt, le samedi 21 novembre 2020, des suites d'une courte maladie. Acteur majeur de la presse du début du renouveau démocratique, l'illustre disparu a été président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, il est apprécié pour son intégrité et sa loyauté. Sa disparition plonge le monde des médias dans le deuil. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché de quelques pionniers de la presse nationale afin de recueillir pour vous des témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Je vous invite à suivre dans un premier temps le témoignage de Basile Tibozo, ancien président du CNPA. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Un sentiment de tristesse immense. Sentiment de tristesse immense, de désolation totale, parce qu'on était très très loin d'imaginer que Célestin Akpovo, le Togan national, allait nous laisser ainsi. Parce qu'on s'est vu il y a quelques jours, on entendait juste quelques jours de maladie, on était loin de penser qu'il allait partir. Mais hélas, il est parti, il laisse un grand vide, un grand choc au niveau de nous, particulièrement au niveau de ce que vous connaissez comme la messe. Parce que c'est l'un des mentors de la messe, c'est l'un des anciens
de la corporation. C'est un homme sérieux, un homme rigoureux, un juriste de haut niveau, un professeur de journalisme qui a traîné ses brosses un peu partout. Il faut se rappeler que c'est un cas de mérite. Vous savez qu'il a été directeur des réseaux financiers et matériels au niveau du ministère du Commerce, sous le ministre Danyori, sous Kérékou. Sans oublier que dernièrement, il a été directeur des ressources humaines au CNCB. Je peux vous dire combien de fois les qualités de l'homme ont été sollicitées ici et là. Célestin Akpovo, c'est franchement l'un des nôtres, quoi. C'est comme on le dit, c'est le grand frère qui on se référait. C'est l'homme de la sagesse, c'est l'homme de la synthèse, c'est l'homme qui sait quand les grands moments viennent, comment on peut aborder les choses. C'est lui qui donne des orientations juridiques que la plupart ne voyaient pas, qui nous permettaient de décanter certaines situations. C'est une très grosse perte et franchement, on ne peut que le regretter. Ce que je retiens de fondamental, au-delà de ce que j'ai dit, c'est le rôle qu'il a joué quand j'étais président du CNPA. Vous imaginez que vous vous souvenez qu'on devait aller aux élections et qu'il y avait un blocage à l'installation des membres de la commission électorale SEA, blocage qui devait être assuré par moi-même. Et compte tenu d'un certain nombre de quiproquos, du point de vue du bureau, des deux bureaux, j'ai décidé de ne pas y aller tout de suite. C'est lui, Célestin Akpovo, qui m'a parlé, qui m'a appelé, qui m'a demandé, au nom de la corporation, de décanter la situation pour que l'installation de la commission électorale soit faite pour qu'on aille aux élections. Ça, je tenais à le dire parce que si les élections ont lieu, fondamentalement, si la commission électorale a été mise sur pied, c'est grâce à lui. Parce que, vous savez, la ténacité est telle qu'on pourrait aller à la Cour suprême et décanter la situation pour la Cour suprême. Il a fallu lui, qui a pris son téléphone, qui m'a appelé pour dire « Président Chibozo, laisse tomber, faut installer la commission électorale et bien prépare-toi pour aller aux élections. » Et je tiens à lui rendre cet hommage-là. Et pendant tout le processus des élections, il a été toujours le conciliateur. Il a été toujours l'ami, le conseiller, tout le temps. Et lorsque les élections ont lieu et que la victoire, que les résultats sont tombés, il a été encore le seul à faire la conciliation au niveau de la messe entre mon challenger et moi-même. Je crois que c'est un homme extraordinaire. Beaucoup de gens vont dire encore beaucoup d'autres choses sur lui. Mais franchement, c'est une perte. C'est une perte et je souhaite que la génération actuelle puisse savoir qu'il y a quelqu'un de ce genre-là. C'est pourquoi ce témoignage-là est fondamental. Et pour que, on aurait souhaité qu'il y ait beaucoup plus de jours heureux pour les anciens que nous sommes, afin que la transmission du témoin soit complètement observée. Parce que des pertes brutales comme ça créent un vide au niveau, et créent un gap au niveau de la transmission du savoir et du passage de témoins. À sa suite, je vous invite à suivre le témoignage de l'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC en la personne de Agapit Napoléon Mafourika. C'est avec consternation et beaucoup d'amertume, disons, mais avec dignité que moi j'ai appris le décès de Célestin Akpovo. Vous savez, la mort, à notre âge, on ne la conçoit plus comme on le concevait quand on a 15 ans, 18 ans. Nous cheminons avec la mort, la vie chemine avec la mort, il n'y a pas de souci. Donc, Célestin nous a précédés, paix à son âme. Je salue son mémoire, je salue son épouse, que nous appelons affectueusement Tougane, sa famille et tous ceux dont il est proche. Tous ceux qui sont marqués par son décès. Parce que Célestin, c'est une grande vie. Célestin, c'est une personnalité, disons, un personnage très important dans un groupe. Quand on parle de leader naturel, quand on parle de chef, Célestin en était un. Et sans être explosif, sans être dithyrambe, Célestin sait conduire un groupe. D'où le nom Togan. Togan veut dire le chef. Et pendant la campagne de la présidentielle de 1996, c'est notre doyen Joseph Oguchi qui disait enfin aux populations que Nkifa Soglo était Togan Zawator, donc Togan Zawator, le grand chef, le chef travailleur. Et donc nous, on a repris cette expression. Quand nous avions élu Célestin Akpovo
président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. On l'a vu élu en 1996. Quelques mois après l'arrivée de Kérékou, on l'a surnommé Togan Zoator. Donc quand nous disions Togan Zoator, il répondait Tovi Dagwe. Donc nous étions chez Tovi, il était notre Togan, notre chef naturel. C'est un peu ça, Célestin, on est passé donc de l'UJPB, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, en 1992. Il était notre président, donc le président de l'Union de 1996 à 2000. Et j'ai été son secrétaire général donc de 1998 à 2000. Et je lui ai pris le témoin, pas toujours dans des conditions faciles. Et ça a créé un petit blanc dans notre vie, mais très fraternellement, très confraternellement et très fraternellement parce qu'il m'importait beaucoup dans son cœur. Je pense que j'étais un peu, il m'aimait bien, je le lui retournais. Il m'appréciait bien, je veux dire. Je le retournais. Donc malgré les petits difficultés de passation de pouvoir, nous avons gardé le contact. Et puis il a toujours été là. Aux états généraux de la presse de 2002. Il y a contribué à sa manière. Mais on était heureux de le voir remonter cette pente et est nommé membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en 2009, au moment où la mandature à laquelle moi j'appartenais devrait prendre fin. Donc il était de la 4e mandature avec Edouard Loko, Kimba Basseguéré, Ahmed Akobi et lui-même, rapporteur. Ils ont formé une équipe de choc. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure équipe de la RAC à laquelle nous avons assisté. De toute façon, c'est mon appréciation. Après, voilà, Célestin, c'est directeur de l'administration de Daori, au ministère de la Culture. Célestin, c'est membre de la Sénat, 1 ou 2 fois, il me semble. Et finalement, Célestin, c'est conseiller juridique au niveau du centre national des chargeurs du Bénin, CNCD. Donc, c'est un juriste. Et après, il est resté beaucoup plus juriste que journaliste, puisqu'il il a fait valoir beaucoup plus ses compétences de juriste que les journalismes qu'il a abandonnés entre-temps. Voilà, pour tout résumer. Nous faisons partie d'un cercle restreint où nous échangeons sur les questions du pays, sur les sujets d'actualité et sur quelques sujets d'ordre général. Voilà. On a pris sa maladie et puis voilà. Il est parti, père son âme et père sur sa famille. À présent, suivons le journaliste Fernando Hessou qui salue la mémoire d'un camarade de longue lutte pour la liberté de presse au Bénin. Il s'exprime au micro de Lario Setonde à Djagbeno. Il faut dire que le décès de Célestin nous a tous surpris, puisque c'est un homme qui est bien bâti, rarement malade, du moins à ma connaissance au moment où nous faisions les grosses bagarres, les grosses batailles pour la promotion de la liberté d'expression dans notre pays, surtout au début du renouveau démocratique. Nous avons véritablement galéré ensemble à travailler pour de jours meilleurs pour la presse dans notre pays. Nous avons tant et si bien travaillé que parmi nous, il y en a qui ont occupé de très fortes responsabilités, très hautes responsabilités. C'est le cas d'ailleurs de Célestin, qui, il faut le rappeler, a été celui qui m'a passé la main. Il m'a passé service en tant que rédacteur en chef du journal Le Point au quotidien. Il a été le premier rédacteur en chef et j'ai été le deuxième rédacteur en chef de ce journal et c'est lui qui m'avait passé service. Et nous avions, comme je parlais des bagarres, lui en tant que président de l'UJPB, qui est l'ancêtre de l'UPMB d'aujourd'hui, lorsque la police a décidé de s'en prendre à des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, nous n'avons pas eu peur de braver tout. Nous avons fait des marches. On est allé dans les chancelleries étrangères pour les prendre à témoin. On est allé jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et je peux vous assurer que Célestin Apovo était devant avec le bandeau rouge, le porte-parole, celui qui lisait les discours, les doléances
le mémorandum des hommes des médias qui devrait passer partout. Et ce sont les résultats positifs de tous ces combats qui ont entraîné les états généraux de la presse et ces états généraux qui ont généré la naissance de l'Union des professionnels des médias pour les journalistes, mais aussi et surtout du CNPA, le Conseil national des patronats de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Je rappelle également que l'avènement de l'ODEM, eh bien, Célestin Akpovor a également bataillé sur ce terrain du respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Nous pleurons son départ, nous le pleurons véritablement. Rappelons que la disparition de Célestin Akpovor est une grande perte pour non seulement la presse, mais aussi pour l'université d'Abomey-Calavi qui vient de perdre un de ses enseignants émérites. Le premier secrétaire général adjoint du bloc républicain BR Jean-Michel Abimbola est interdit de toute participation aux activités du parti BR, notamment aux réunions du bureau exécutif national et à celles du bureau politique jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par le bureau politique national. Elle fait suite aux manœuvres orchestrées par certains élus communaux du parti Bloc républicain ayant abouti à la perte du contrôle de la mairie du Bloc républicain. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias et sur la toile. Je vous invite à suivre pour plus d'explications le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain en la personne de Eugène Dossoumo. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Je voudrais tout de suite faire une nuance. Le parti Bloc républicain n'a pas pris une mesure contre le ministre Abimbola. La mesure prise concerne M. Abimbola, premier secrétaire général adjoint chargé des structures décentralisées au sein du parti BR. C'est deux choses différentes parce que le parti n'est pas habilité, n'est pas compétent pour prendre des mesures, pour prendre des sanctions à l'encontre d'un ministre. C'est à l'encontre d'un militant qui, de surcroît, est un responsable au sein du parti que la décision a été prise. Ceci dit, à la suite des dernières élections communales, il s'est trouvé qu'à Adjawere, certains conseillers communaux élus sur la liste du Bloc républicain n'ont pas pu devoir suivre les directives du parti et pour soutenir un des leurs qui était candidat au poste de la mairie. Cela s'est passé au lendemain de l'invalidation d'un des sièges du parti Bloc républicain au niveau de cette commune d'Adjawere par la Cour suprême. Alors, l'élection pour l'exécutif du conseil communal devrait être reprise et on s'est retrouvé devant une situation telle que 5 conseillers élus du parti Bloc républicain sont allés faire corps avec des conseillers du parti adverse pour faire perdre au parti Bloc républicain le contrôle de la mairie d'Adjawere. Et après enquête, il s'est avéré que les 5 conseillers qui ont fait preuve d'indiscipline
qui ont, en méconnaissance des tests du parti, ces 5 conseillers disent répondre du leadership de M. Abimbola. Je vous dis que le comité de discipline mis en place s'est rapproché également de M. Jean-Michel Abimbola pour avoir sa version des faits. Ça a été donc une enquête contradictoire. Cela dit, voilà donc le contexte dans lequel la mesure a été prise. Réhabilitation donc de M. Jean-Michel Abimbola, qui est un des militants du parti, c'est ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité. Nous n'avons pas pour vocation de perdre des militants. Ce n'est pas le souhait, ça. M. Abimbola joue un rôle éminemment important au sein du parti. Ce n'est pas parce que peut-être une faute a été commise par lui que d'office il ne sera plus membre du parti. De toutes les façons, les instances dirigeantes du parti, les instances compétentes du parti vont aviser le moment venu. Le Paradisia Hotel de Cotonou a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la Fédération africaine de coaching, un événement mené de main de maître par le président, le coach Serge Alorgo, et qui a rassemblé nombre de coachs en développement personnel venus du Bénin, du Gabon, du Cameroun et bien d'autres pays par vidéoconférence. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Venus de plusieurs pays africains, des coachs en développement personnel se sont donné rendez-vous ce samedi 21 novembre 2020 au Paradisia Hotel de Cotonou pour le lancement officiel de la Fédération africaine de coaching. L'année 2020, bien que n'étant pas à sa fin, nous a éprouvés et nous éprouve toujours par cette pandémie, la COVID-19, qui nous a fait douter de la tenue de cette cérémonie. Mais par la grâce divine, notre engagement, notre détermination et le soutien de beaucoup de personnes, y compris l'honorable, nous sommes heureux d'avoir persévéré. J'ai discuté des mois avec lui. J'ai dit, il faut que nous mettons en place une fédération africaine de coaching. Le président de la fédération, le coach Serge Alorgo, n'a pas manqué de préciser quelques objectifs de ce creuset. La fédération africaine de coaching a pour mission de donner à ses membres un référentiel exigeant, structuré et concret du métier du coach professionnel, et les accompagner dans le développement de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Être ainsi une référence auprès des institutions, des décideurs et des prescripteurs du coaching en Afrique. La Fédération africaine de coaching travaille à promouvoir un label de qualité indépendant sur le domaine du coaching professionnel en Afrique. Anticiper et faire évoluer les pratiques à travers la veille professionnelle sur toutes les démarches nouvelles. Mesdames et messieurs, prenons le pari que dans quelques années, la Fédération africaine de coaching sera la première fédération de coachs professionnels en Afrique. Invité à cet événement, le député Orden Aladati a proféré quelques conseils à l'endroit des initiateurs. Le développement personnel, c'est au-delà des religions, c'est au-delà des partis politiques. Et je lui ai donné ce conseil-là. Il faudrait que dans votre fédération, toutes les tendances politiques du pays puissent avoir leur place. Que dans votre fédération, toutes les religions puissent avoir leur place. Parce qu'il s'agit du développement de l'homme. Et l'homme, il est pris dans son entité et qui transcende
nos perceptions individuelles. Le procureur du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, s'est entretenu vendredi 20 novembre 2020 au parquet par les officiers de la police judiciaire. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, dont les progrès réalisés dans la sécurisation de la ville, aussi bien pour les cas de vol avec violence que pour la protection du cadre de vie et leur pérennisation, l'agression des fonctionnaires de police par certains conducteurs de minibus, et ce, sans oublier les dispositions à prendre pour des moments de fête et d'élections sans guéguerre. Je vous invite à suivre dans un premier temps le procureur Mario Metonou sur les fraudes documentaires et sur les conducteurs de minibus indélicats. Il était important de revenir sur les fraudes documentaires parce qu'à l'occasion des différentes procédures qui nous sont présentées au parquet, nous voyons les bénéficiaires de ces faux documents qui, à l'analyse, apparaissent comme de véritables victimes, mais qui, pour avoir accepté, en toute connaissance de cause, de faire usage d'un document qui porte des mentions inexactes, se retrouvent en porte-à-faux avec la loi, se retrouvent poursuivis devant le tribunal, se retrouvent, dans bien des cas, détenus. Je voudrais donc profiter de cette occasion, de cette tribune, pour prévenir d'abord des chefs quartiers qui délivrent des certificats de résidence fantaisistes, parce que la fraude commence par là. Sur les bases de ces certificats de résidence fantaisistes, les infracteurs vont plus loin dans le processus pour se faire établir d'autres actes, certificat de nationalité, carte d'identité et tout le reste. Je voudrais prévenir des chefs d'arrondissement qui laissent des pages vierges dans les différents registres d'état civil pour pouvoir les remplir a posteriori au profit de personnes qui n'ont pas la nationalité béninoise contre une forte rémunération. Sachez que désormais, ces faits sont traqués, sont découverts au niveau des services de l'immigration. Ces faits sont traqués, sont découverts par les services de surveillance du territoire. Ces faits sont présentés au parquet et poursuivis avec la plus grande sévérité. Il y a une procédure normale pour avoir la nationalité béninoise. Il y a une procédure normale pour avoir les différents actes d'état civil. Si vous ne les avez pas obtenus dans les délais, il faut respecter ces procédures pour ne pas avoir à subir les rigueurs de la loi. Je voudrais lancer un avertissement à ceux qui, par cette période où l'entrée sur les territoires, plusieurs territoires européens, cette entrée est interdite pour des gens qui ne sont pas résidents, s'amusent à faire de l'usurpation d'identité en présentant des cartes de séjour falsifiées. Pas falsifiées, de vraies cartes de séjour, mais appartenant à d'autres personnes. Ces infracteurs comptent sur le fait que peut-être qu'au départ, au Bénin, il va y avoir une petite négligence, mais surtout sur le fait qu'ils considèrent que les Européens n'arrivent pas à faire la distinction entre les Africains, leur visage et tout. Sachez que désormais, il y a une expertise avérée au niveau de nos frontières pour repérer cette usurpation d'identité. Je voudrais lancer un avertissement à tous ceux qui se présentent au service de l'immigration pour se faire délivrer des passeports, des passeports béninois, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir ce document. Désormais, vous aurez le service de surveillance du territoire sur votre chemin, vous aurez la brigade criminelle sur votre chemin, vous aurez enfin le parquet de Cotonou sur votre chemin. Sur la seconde infraction qui me tenait à cœur et dont dont j'ai commencé à vous entretenir tout à l'heure, je
Je voudrais dire ici, avec toute la gravité, avec toute la solennité possible, qu'il n'est pas tolérable que des conducteurs de transport en commun, certains conducteurs des minibus qui font le trajet Cotonou-Porto Novo agressent des fonctionnaires de police. Parce que ces fonctionnaires de police veulent les contrôler. Parce que ces fonctionnaires de police veulent constater les surcharges qui sont faites, les défauts de permis de conduire, les défauts d'assurance. Il n'est pas tolérable et le parquet n'acceptera pas que des fonctionnaires de police soient agressés alors qu'ils ne font que leur travail. Nous avons eu récemment 2 agressions. Dans le premier cas, le fonctionnaire de police qui est rentré dans le véhicule pour le conduire à la base, il a été purement et simplement déporté de PK3 jusqu'au péage et arrivé au péage, le conducteur a pris la piste cyclable pour ne pas avoir à s'arrêter. Malgré les protestations du fonctionnaire de police, il a conduit jusque là-bas. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre présentes dans la zone, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Le deuxième cas, le fonctionnaire de police a été simplement roué de coups en plein carrefour parce qu'il faisait injonction à un de ses conducteurs de s'arrêter. Nous n'allons pas tolérer ces faits. Ces 2 cas, les personnes sont poursuivies actuellement devant le tribunal et le parquet recueillera les peines les plus sévères, croyez-moi. Nous n'allons pas accepter que l'on continue à agresser impunément les gens qui ne font que leur travail. Lors de cette réunion de commandement, le procureur de la République a fait savoir qu'une vigilance accrue doit être observée par la police républicaine pour garantir aux populations des fêtes de fin d'année paisibles. En ce qui concerne la pollution sonore, Mario Metton demande aux fonctionnaires de police, dont la brigade de protection de littoral, de lutter contre la pollution, d'être attentive à tous ces cas de pollution sonore qui pourraient perturber, d'après lui, la quiétude des citoyens. Pour finir, en ce qui concerne l'élection présidentielle de mars 2021, qui apparaît pour lui comme une élection majeure, le procureur a formulé une invitation. Suivons-le à nouveau pour plus de détails. Nous n'allons pas changer nos objectifs de continuer à rendre notre ville plus sûre, de continuer à combattre les différents cas de vol, et notamment les vols avec violence. Nous n'allons pas baisser les bras sur le front de la lutte contre les atteintes à l'environnement, mais vous savez que nous allons vers, on va dire, 2 périodes sensibles. La première, c'est les fêtes de fin d'année qui s'approchent, qui sont souvent l'occasion d'une résurgence de plusieurs infractions, notamment des vols, c'est le cas de le dire. Et je vous appelle à plus de vigilance, je vous appelle à plus d'attention, je vous demande d'être un peu plus concentrés pour que nos concitoyens puissent passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Je vous demande également de faire en sorte que ceux qui ont des bars, des restaurants, ne profitent pas de cette période pour empêcher ceux qui veulent se reposer de le faire. Je demande à la brigade de protection du littoral de lutte contre la pollution, ainsi qu'à tous les chefs d'unité d'arrondissement, d'être attentifs à cette infraction, celle de la pollution sonore. Nous ne devons pas, sous le prétexte de la fête, perturber la quiétude de nos concitoyens. La deuxième période qui s'ouvre et qui s'ouvrira, on va dire, au début du 2e trimestre de l'année prochaine, c'est celle de cette élection majeure que nous connaissons chaque 5 ans dans notre pays, l'élection présidentielle. Nous devons faire en sorte de garantir la liberté d'expression de nos concitoyens. Nous devons faire en sorte également de préserver la paix et la quiétude. Nous devons donc travailler à ne pas créer des tensions par notre propre action. Nous devons faire en sorte que le débat démocratique puisse se tenir dans une ambiance de paix, dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance qui ne porte pas atteinte à notre volonté de vivre ensemble, à la cohésion nationale. En cela, je vous appelle donc à non seulement de la vigilance, mais à faire preuve d'assez de tact, de pédagogie,
dans les actions que vous aurez à mener dans cette période sensible. La famille du football béninois a enregistré en l'espace d'une semaine 2 décès soudains au sein du comité exécutif de la FBF. D'abord, le lundi dernier, Floriane Afoutou, présidente de la commission du football féminin et membre du bureau exécutif du comité national olympique et sportif béninois, est décédée des suites d'une courte maladie. Cet événement tragique constitue une énorme perte pour le mouvement sportif béninois. Fernando Hessou, secrétaire général du CNOSBEN, l'une des dernières personnes qui s'est entretenue avec elle, livre la teneur de leurs échanges. De son côté, Charles Titigeti, président de la Ligue de football de l'Atlantique, salue la mémoire d'une femme engagée. Floriane Afoutou, présidente de la commission du football féminin de la Fédération béninoise de football, membre élu du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN. À sa mort, j'ai lu des écrits qui disent qu'elle est décédée des suites d'une longue maladie et qu'elle aurait dépéri totalement, etc., etc. Alors que le mercredi qui a précédé son décès, elle était ici, à la maison des fédérations. Moi, personnellement, elle a tenu à me rencontrer. Et il y a un bar à côté d'ici. Et je suis allé la rejoindre là-bas. On est restés ensemble pendant près de 2 heures. On a passé en revue du moins plein de sujets. Plein de sujets. Elle a exigé à ce que je boive avec elle et que je mange avec elle. Bon, je n'avais pas eu envie de manger, mais elle a fait, elle a payé un plat que j'ai emporté. Et elle était volubile comme d'habitude. Et entre autres sujets, c'est qu'elle avait été absente à la dernière réunion du comité exécutif, du bureau exécutif du CNOSBEN. Mais la veille, elle m'avait envoyé un petit message pour dire que je ne me sentais pas bien, il faut prier pour moi. Et je lui ai reproché d'avoir écrit un texte comme ça. Parce qu'on ne dit pas ces choses-là en l'air. Et elle a rétorqué, mais je ne me sens pas bien. J'ai fait toutes les analyses médicales qu'il faut faire. Et on n'a rien trouvé. On a dit que tout est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut prier pour moi. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Voyez-vous? Donc, une dame comme celle-là, mercredi, et puis le lundi, on me dit qu'elle est décédée à 3 heures du matin. C'est un véritable coup dur, puisque le jour où on s'était vu, elle m'avait montré sur son téléphone portable la maquette des équipements sportifs qu'elle était sur le point d'acquérir pour ses joueuses et pour ses joueurs. C'est vous dire que c'est un désastre total. Tous ces enfants sont dans la désolation totale. Et je peux vous dire que c'est une femme très engagée en matière de promotion du sport féminin en général et du football féminin en particulier. C'est une pure perte, une grosse perte. Dans ce genre de situation où l'émotion, le niveau de l'émotion, ça dépasse la raison, les mots perdent leur importance, on ne sait plus ce qu'on va dire. On ne sait plus ce qu'on va dire. Pour ceux qui l'ont côtoyé, est très vivable, socialement parlant. Elle a vraiment de l'humour, elle sait vraiment vivre avec les gens. Elle sait vraiment vivre avec les gens et elle essayait de travailler à ce que ce chantier de football féminin, à elle confier soit une réalité dans notre pays.
Vous savez, le football féminin n'est pas la chose la plus partagée au Bénin actuellement et ça se passe qu'elle le fait avec le cœur comme elle pouvait. Voilà. Le destin a décidé autrement et la mort nous a arraché. Floriane dans la matinée de lundi. Voilà, c'est vraiment dur. Alors que le mouvement sportif n'avait pas fini de pleurer le décès de Floriane Afoutou, les acteurs ont appris le samedi dernier la mort de Firmin Akplogan, 6e vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF et président d'Éternel Omnisport. Émoi, consternation, étonnement et questionnement, autant de mots qui expriment les sentiments de ces derniers en ce moment. Suivez le témoignage de Fernando Hessou, secrétaire général du SNOSBEN, et Charles Tigeti, président de la Ligue de football de l'Atlantique. La mort, c'est ce dont nous sommes tous certains de cette épreuve, dont tous, autant que nous sommes tous certains de connaître. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a des conditions qui vous choquent. Les conditions, la manière dont cela arrive, et ça fait vraiment dur pour le cas de notre football où 2 membres de la fédération en une semaine rendent l'âme. C'est énorme. Et le président Firmin Akplogan, c'est l'un des tout premiers présidents de club qui a compris l'intérêt de s'investir dans la formation. Le président Akplogan Firmin, c'est l'un des tout premiers, je dis bien, au Bénin, président de club, qui a compris l'intérêt de ce que nous faisions nous et qui était accepté de peu de gens, pour ne pas dire rejeté. Il était le seul à se faire l'ami des centres de formation en son temps, en créant Divinité Suprême, son centre de formation, à travers lequel il manifestait son attachement à ce que nous faisions. Il était à nos côtés pendant que personne ou peu de gens donnaient d'importance au travail que faisaient les formateurs au Bénin. Il nous accompagnait et je sais de quoi je parle. Il était d'une disponibilité totale pour nous à tout point de vue. Il n'y a pas cette manifestation des centres où on le sollicite et il ne répondait pas présent. Il nous appuyait, et ça, que ce soit des événements organisés à l'intérieur, par nous-mêmes, ou que ce soit des événements, je veux dire compétitions même, des centres de formation organisés par des structures, dont notamment le tournoi des centres de formation, Ligue 2F et autres. Vous avez toujours le président Akplogan à vos côtés, qui aidait, avait déjà son centre qui jouait, mais se rendait encore disponible pour les autres centres qui participaient, les autres centres du Bénin, je veux dire. Il n'y a pas ce que vous allez lui demander en matière de sollicitation pour la cause des centres et vous n'allez pas le voir répondre présent. Que faire pour le remplacer? On va prier que parmi ceux qui sont encore là et qui sont encore là, qu'il y ait des gens et qui sont des gens de cœur également et qui ont commencé par comprendre également. Je parle de cette chapelle que je connais très bien. Le président Ouké lui a emboîté le pas après en s'investissant dedans. Et bien d'autres encore qui sont là, qui commencent par faire la chose. Et le fasse avec toujours une ouverture vers les autres, c'est-à-dire travailler, mais avec un regard sur les autres. Voilà une des qualités que le président Akplogan Firmin a. Et nous saluons. On ne peut jamais cesser de pleurer. Parce que si tu as donné un bic à un enfant dans la vie, tu l'as aidé à réussir. Il a beaucoup aidé pendant que personne ne croyait à cette affaire de formation qui aujourd'hui prend corps, heureusement. La disparition de Firmin Akplogan, c'est un véritable désastre. C'est un désastre. Alors qu'il était il était sur une très belle dynamique. Dans la formation à la base, dans la promotion d'une équipe qui respecte les normes. Ah, c'est un coup dur pour le football béninois
2 membres du comité exécutif en l'espace d'une semaine qui disparaissent. Je crois que c'est véritablement déplorable. Je m'associe à la douleur de toutes les familles, biologiques et sportives, que ce soit de Nathalie Yayon de l'Aviron, de Florian Afoutou et de Firmin Aklogan. Nous ne pouvons que nous souhaiter beaucoup de courage, et ainsi va la vie. Ça nous amène à nous dire que vanité des vanités, tout est vanité, et que dans l'évolution de tous les jours, nous devons travailler pour l'amitié, pour la concorde, pour la fraternité, pour la solidarité. Rien ne vaut l'amitié et tout ça là, la bonne ambiance de travail, parce qu'un jour chacun de nous partira, mais personne ne sait à quelle heure, ni à quel moment. Et pour finir, voici en page inter l'actualité hors de nos frontières, signée Céline Bovy. De nos frontières ce soir au Burkina Faso, près de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour un double scrutin législatif et présidentiel. Une journée de vote qui s'est majoritairement déroulée dans le calme, malgré un contexte sécuritaire tendu. Désormais, le pays est dans l'attente des résultats alors que le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux. En Éthiopie, le conflit continue dans la province du Tigré, toujours coupée du monde depuis le début des combats le 4 novembre dernier. L'armée fédérale affirme avancer vers la capitale régionale et s'apprêter à l'envahir. Le Premier ministre Abiy Ahmed a donné 3 jours au TPLF, le parti qui dirige la région pour se rendre, et l'armée a mis en garde les habitants de la ville, ce qui a provoqué un avertissement de l'ONU. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans l'actuel président de la Confédération africaine de football, lui infligeant de surcroît 185 000 € d'amende, notamment pour détournement de fonds. Pour rappel, le président Ahmad a été testé positif au Covid-19 en octobre passé. Il est donc hospitalisé et observe actuellement une période de convalescence de 20 jours durant lesquels il a quitté son poste. En ce qui concerne la prochaine élection à la présidence de la CAF, plusieurs candidats ont déclaré leur candidature. L'élection aura lieu le 12 mars 2021 au Maroc. Le procès des attentats de janvier 2015 interrompu depuis 3 semaines à cause du Covid-19 a été de nouveau suspendu pour 1 semaine, faute d'accord des avocats sur le recours à la visioconférence pour le principal accusé, victime de symptômes persistants. La Cour a donc ordonné la prolongation de la suspension du procès jusqu'au lundi 30 novembre, a annoncé le président de la Cour d'assises spéciale Régis Dejorna, en estimant que l'usage de la visioconférence un temps envisagé n'était à ce stade pas nécessaire. Terminons cette page inter par l'Amérique, alors que 2 grands laboratoires ont demandé l'approbation des autorités sanitaires le 20 novembre passé pour la mise sur le marché de vaccins contre le Covid-19. Les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant mi-décembre. Un espoir important alors qu'une nouvelle vague épidémique frappe le pays de plein fouet avec 160 000 nouvelles infections et 2 000 morts par jour. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. Bonsoir.